La situation de Béni est très complexe. Elle implique une certaine diplomatie. Il faut aussi développer notre approche politique au niveau de la République, mais aussi il faut impliquer une dynamique locale, collaborer avec la population et pour savoir ce qu'il en est exactement et résorber définitivement cette question de l'insécurité. Je ne peux pas rater cette occasion pour exprimer toute ma compassion et ma solidarité à toute la population de Béni, gravement meurtrie par ces exactions, cette violence sanglante et cette guerre asymétrique qu'elle est en train de subir. Je ne peux pas non plus rater cette occasion pour encourager, exprimer mon soutien et mon appui à nos vaillants soldats qui se battent jour et nuit pour défendre l'intégrité de notre territoire. J'encourage les FRDC à aller de l'avant, j'encourage nos généraux à développer encore des réflexions et des stratégies pour mettre fin à cette situation qui n'a fait que trop durer. Et cela soulève la problématique sur le rôle de la MONUSCO dans notre pays. Je dois vous dire, madame, que je ne connais pas dans l'histoire du monde un État qui a été pacifié, développé, stabilisé par les Nations Unies. La paix, ce serait l'idéal. Mais pour ce qui est des Nations Unies, il y a encore un questionnement. Je peux vous rappeler que la MONUSCO représente une mission de maintien de la paix la plus importante au monde et qui a fait plus de 20 ans au Congo. Non, 20 ans maintenant, depuis 2009, depuis 1999, je voulais dire. Ça fait 20 ans que les casques bleus onusiens sont en République démocratique du Congo, avec une forte concentration dans l'est de la RDC. Mais l'est de la RDC n'est jamais resté tranquille. Il y a de quoi se poser des questions. Et lorsque vous êtes dans une maison de quelqu'un, vous êtes venu m'aider à stabiliser ma maison. Mais chaque fois, il y a des soupçons qui pèsent sur vous, même par élégance. Vous pouvez dire non, non. Comme vous dites que c'est moi qui trouble votre maison, moi je pars. Il faut plier bagage et partir. Je sais que le président de la République, chef de l'État, avait exprimé le vœu que la MONUSCO reste encore là. Mais je crois qu'à ce moment, si réellement notre politique du pays, la politique du changement, c'est le peuple d'abord. Et je pense qu'il faut aussi écouter le peuple d'abord. Il faut qu'il y ait des enquêtes indépendantes pour établir les responsabilités sur ces graves soupçons qui pèsent lourdement sur les casques bleus de la MONUSCO. Nous avons appris dans les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui ont dénoncé le fait qu'il y a même des organisations internationales qui auraient apporté leur appui, même en santé, même leur appui alimentaire à ces groupes armés étrangers qui opèrent au Congo. Et donc il y a un problème sérieux sur lequel il faut développer des réflexions pour que nous puissions apporter des réponses et résorber définitivement cette question de l'insécurité. Béni n'est pas un abattoir. Le Congo n'est pas un champ de bataille. Il faut que cela s'arrête. Et nous devons tout faire, nous mobiliser pour que cela s'arrête. Tout le monde est d'accord que le bilan de la MONUSCO est mitigé. Ils doivent être d'accord avec Kabila parce que le point de vue de Joseph Kabila ne reflétait pas sa volonté personnelle. Le point de vue de Joseph Kabila était l'expression de la volonté du Congolais. Et on n'a pas compris. Il l'a dit du haut des Nations Unies. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus au pouvoir, mais vous voyez la réaction de la population. Dans ce pays, nous avons connu à l'époque de William Swing comme chef de la MONUC à l'époque, on a connu qu'il y a eu des casques bleus qui avaient été renvoyés parce qu'ils étaient impliqués dans le trafic d'armes dans ce pays. Dans ce pays, dans l'est de la RDC, nous avons entendu des slogans comme « Non Kunda, no job »,« Non Kunda, no job »,« No ceci, no job ». Donc, il faut qu'il y ait de l'insécurité. Donc, je pense qu'il y a un moment, nous devons arriver à réfléchir pour nous prendre en charge. C'est ça la souveraineté dont on réclame. La souveraineté du Congo doit être ressentie à tous les niveaux. Et les inondations ici à Kinshasa, il y a des meurtres partout, il y a le crash à Goma, il y a aussi les inondations. Est-ce que le chef de l'État aura vraiment le temps de bien travailler avec tous ces genres de problèmes? Écoutez, n'allons pas toujours dans la logique manichéiste
la logique des index pour dire et chercher qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, voilà s'il y a tel péché. Donc vous voulez aussi dire que même la nature empêche à Félix Tshisekedi de fonctionner. Non, mais c'est pas du tout acceptable. Ça s'appelle catastrophe naturelle. C'est la nature qui nous impose, c'est la nature qui nous impose sa loi. Mais je pense qu'au niveau du gouvernement, il y a une politique de la prise en charge de ces catastrophes, la prise en charge des victimes. Vous avez suivi même le dernier Conseil des ministres. Je pense qu'il y a eu des instructions claires qui avaient été données pour une réponse rapide à toutes ces catastrophes naturelles. Mais aussi, il faut inviter les structures étatiques qui sont concernées par exemple, ces questions d'urbanisation de nos villes, de pouvoir appliquer les mesures qui sont là, des mesures qui doivent être appliquées parce que, par exemple, le cas de Kinshasa, il y a des constructions anarchiques qui sont déplorées ça et là. Il faut des mesures. C'est vrai, ça peut être des mesures impopulaires, mais des mesures salutaires. Et donc, il faut encourager l'État congolais. Au niveau du budget de l'État, il y a aussi une rubrique qui est liée à toutes ces dépenses-là, des prises en charge lors des catastrophes humanitaires. Vous avez suivi le Premier ministre qui avait apporté cette réponse aux préoccupations des députés lors de la présentation du programme, de la loi budgétaire, du projet de loi budgétaire devant l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, mais comprenons aussi que cette question des catastrophes naturelles nous implique, nous tous. Nous devons prendre conscience. Où est-ce que nous jetons nos immondices? Les sachets que nous utilisons abusivement, où est-ce que nous les jetons? Quand on va construire, où est-ce que nous allons construire? Parce qu'au Congo, c'est un pays des hommes forts. Chacun peut se lever un matin et aller construire là où il veut, sans tenir compte de l'urbanisation. Et parfois, on empêche à des eaux de pouvoir être évacuées. Et le premier ennemi de la route, c'est d'abord l'eau. Donc, il faut un certain conscientisme congolais. Et ça, c'est important à tous les niveaux. À tous les niveaux. Non, ce qui se passe, c'est que dans chaque regroupement, dans chaque plateforme, il y a toujours ce rapport de force qui caractérise les principales formations politiques. Et ce qui se passe, c'est que nous avons tous constaté que depuis un certain moment, il y a des communications hostiles, réciproques, qui sont faites entre les partisans de ces principales formations politiques membres de la coalition FCC. Je vais parler principalement du PPRD et de l'UDPS. Et c'est des rapports tout à fait normaux. Hein. Il ne faut pas dramatiser les choses. Vous savez que lorsque dans un système, il y a un nouvel élément qui entre, ça perturbe un peu le système parce que tout le système doit bouger pour laisser un peu de la place aux autres. Ça va se normaliser. Cette coalition, c'est une coalition du salut, une coalition de l'apaisement, une coalition du développement. C'est une coalition de la sagesse. Et je pense que l'initiateur de cette coalition, qui est Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, parce que c'est lui qui avait initié cette coalition, avant de quitter le pouvoir comme président sortant, il avait déjà lancé un message à une coalition et non à une cohabitation. Coalition des forces progressistes, c'est quand même important. Mais il faut noter que pendant l'échange de ces communications hostiles, le peuple, lui, est renvoyé au statut d'observateur, au statut de spectateur. Le peuple vous regarde. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est de sauver cette coalition. Et vous avez entendu la déclaration du FCC en toute sagesse pour dire nous restons attachés à cette coalition et nous soutenons toutes les institutions issues de cette coalition, notamment le gouvernement de la République. Et donc, ici, je dis tout simplement qu'il faut un appel à l'apaisement parce que la responsabilité de tous est engagée. Je vais aussi dire à ceux qui continuent à penser que Joseph Kabila c'est le diable de ce pays, je leur dis ceci. Kabila n'est ni politiquement ni juridiquement le répondant de ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Il est sénateur à vie, il vit sa vie privée, sa vie de citoyen aisément. Et vous avez vu, même il était sur des motos, il est en train de se promener. C'est un modèle pour l'Afrique. C'est un modèle pour l'Afrique centrale, où vous avez un président sortant, un président honoraire,
qui est là, qui vit en toute liberté, et un président en fonction qui l'a succédé, qui est là, et qui le considère comme consultant, et chaque fois, il va le consulter pour les dossiers dont il a la maîtrise. Donc je leur dis que Joseph Kabila n'est pas le diable. S'il y a les gens de la coalition, s'il y a des gens des partis de la coalition qui estiment que Joseph Kabila, c'est le diable de ce pays, alors ils doivent rompre cette coalition. Mais si vous êtes avec lui dans cette coalition, c'est que vous considérez que c'est un homme avec qui il faut collaborer. Il faut un peu de considération, un peu d'estime pour ce père de famille, pour quelqu'un qui a quand même dirigé ce pays pendant 18 ans. Je pense que même la politique de Tshisekedi, il faut aussi que les gens du FCC comprennent qu'ils participent à la gestion de ce pays ensemble avec Félix Tshisekedi. Et donc, s'il y a des erreurs que Tshisekedi est en train de commettre, ils doivent l'aider à corriger ces erreurs-là parce qu'ils vont aussi partager la responsabilité. C'est ça le sens qu'il faut accorder à cette coalition. Non, nous n'avons pas le droit de juger le PPRD qui est un parti libre qui fonctionne selon la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Et chaque parti politique a son approche communicationnelle. Le PPRD a choisi son axe de communication. Qu'est-ce qui vous dérange ? Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Si vous estimez que ce que le PPRD fait est contraire à votre conviction, faites ce qui vous convainc. C'est ça aussi le sens de la démocratie. Donc ce n'est pas ici que nous allons faire un jugement contre le PPRD, qui est un parti qui jouit de sa liberté comme parti politique. Nous sommes en démocratie. Si le secrétaire permanent du PPRD porte des tenues de sport, il sait quelle est l'expression qu'il veut donner, il sait l'approche, ce n'est pas à nous. N'attendez pas que les gens fassent toujours des choses qui doivent nécessairement être dans le sens que vous voulez. Non, il y a des choses qui ne relèvent pas de votre conviction. Sachez aussi que ce que vous faites aussi ne peut pas me convaincre. Donc ce qui n'est pas bon pour toi, l'est aussi pour moi. Là où se limite ta liberté, c'est là que commence la mienne, ma chère amie. Non, ce n'est pas ici que nous allons juger le PPRD. Laissez le PPRD faire ses affaires, l'UDPS fait ses affaires aussi, et les autres partis. Et qu'est-ce qui vous dit que moi je ne peux pas aussi créer mon parti et demain je fais la même chose? Non, laissez le PPRD. Arrêtez ces jugements-là sentimentalistes. Ce n'est pas interdit par la loi. Chaque parti politique, chaque formation politique, chaque plateforme politique peut, après un parcours donné, faire une évaluation. Et cette évaluation, c'était une évaluation que nous avions toujours souhaitée et elle était tant attendue. Et les orientations de cette évaluation étaient bien données par le coordonnateur du FCC dans son discours d'ouverture. C'est quand même important de réfléchir sur cette dichotomie, ce hiatus qu'il y a entre les résultats que le FCC a obtenus dans l'élection des députés nationaux, dans les législatives nationales, législatives provinciales, et par rapport à l'échec de son candidat à la présidentielle. Il y a quand même un écart. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu une rupture de confiance avec la population? Quel est le capital confiance aujourd'hui entre les dirigeants du FCC et la population? Quelle est la proximité? Il faut réfléchir. Il n'y a que les bêtes qui ne réfléchissent pas. Nous, on doit réfléchir pour dire, OK, nous avons fait un parcours, il y a eu des erreurs, il y a eu des points forts. Les points forts, on peut les capitaliser, on peut les maintenir. Les points faibles, qu'est-ce qu'il faut pour les corriger? Mais c'est comme ça, parce que la politique, c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir. Ou alors on est dans la logique de la reconquête du pouvoir. Ou alors on est dans une troisième logique de la conservation du pouvoir. Donc, par rapport à toutes ces trois logiques, il faut qu'il y ait chaque fois des évaluations et des évaluations en profondeur. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas interdire au FCC de réfléchir sur 2023. Parce que 2023, que vous le vouliez ou pas, Kabila a laissé déjà un modèle. Nous avons des fonds propres, il faut que les élections soient organisées. Et vous avez déjà suivi la volonté manifeste du gouvernement de la République qui voudrait achever le cycle électoral, passer jusqu'à organiser les élections au niveau local et municipal. Donc, ce sont des choses que nous allons encourager. N'interdisez pas au FCC de faire sa retraite. Et même si Joseph Kabila est passé aussi, c'est de son droit, il est chef de cette formation, de cette plateforme politique. C'est sa famille politique qui était en retraite, c'est lui qui donne des orientations. C'est tout à fait normal qu'il passe pendant 10-15 minutes. Il encourage ses troupes, c'est comme ça, un chef. Et il est passé, il a encouragé les gens. Il y a eu des recommandations qui seront présentées devant l'autorité morale. Nous allons attendre de suivre ces recommandations.
Vous aussi, vous pouvez faire votre évaluation. Même au niveau de la presse, vous devez faire aussi une évaluation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias en ligne, il y a beaucoup de ceci, cela. Vous pouvez aussi faire votre évaluation en ligne comme le FCC l'a fait. Donc, il ne faut pas interdire au FCC de le faire. Ce qui se passe, c'est qu'il faut remercier le président Félix Tshisekedi qui vient de donner un signal fort. Il a fait arrêter un de ses meilleurs amis, un ami intime, qui, sans qualité, a donné un mandat spécial à une entreprise d'aller mener des études au niveau de Mbujimaï, dans la minière de Bakwanga. Ça, c'était un signal fort. Je pense qu'il peut continuer encore. Il y a eu ce fameux dossier de 15 millions qui semble disparaître, mais je dois vous dire que pour 1 million de dollars, pour un citoyen normal qui a 1 million de dollars, un citoyen qui dépense, si je ne me trompe pas, 11 dollars par jour, je pense, il a 25 ans de vie. Oui, 25 ans de vie, si je ne me trompe pas. Non, il dépense 100 dollars, je pense, 100 dollars par jour. Faites des calculs. Il dépense 100 dollars par jour. Il a 25 ans de vie où il ne fait que dépenser 100 dollars par jour avec 1 million. Donc, prenez maintenant 1 million fois autant d'années calculées, c'est que ça représente pour la vie d'un citoyen qui dépense 100 ou 111 dollars. Vous faites des calculs, vous avez le téléphone ici, je n'étais pas fort en calcul. Donc vous allez vous rendre compte que lorsqu'on a 1 million de dollars et qu'on a 100 dollars, on peut vivre pendant 25 ans. On n'a pas faim, on n'a pas de problème, on vit pendant 25 ans. Donc tout l'argent qui échappe au contrôle du trésor public doit le revenir par des mécanismes. C'est la volonté ferme du président de la République, chef de l'État. Mais c'est aussi une volonté clairement exprimée par le Premier ministre Ilunga Kamba devant la représentation nationale. Ils vont poursuivre tous les Koulouna en cravate, sans complaisance. Et je pense que même le FCC a insisté sur la responsabilité éthique de tous les membres du FCC faisant partie des institutions de la République, qu'ils ont invité tout le monde à observer les règles morales d'éthique au niveau de la responsabilité. Donc, ces efforts qui sont fournis au sommet de l'État, au niveau des formations politiques, à tous les niveaux, doivent être encouragés et soutenus. Nous avons besoin de l'argent pour développer notre pays. Nous n'avons pas besoin d'aide, des aides où on nous demande des contreparties qui vont au-delà de nos capacités. Donc, c'est quand même important. Nous n'avons pas besoin d'argent de la Banque mondiale, du FMI. Nous avons besoin de notre propre argent pour développer notre pays comme les autres États le font aussi. Mais pour que nous puissions le faire, il faut qu'il y ait quand même des mesures un peu fermes et qui soient appliquées sans complaisance. C'est important. Le mot de la fin est qu'il y a un vent aujourd'hui qui souffle au niveau des assemblées provinciales. Cela soulève la problématique sur la question du respect des mots d'ordre au sein des plateformes politiques, des partis politiques. Vous voyez la contradiction qu'il y a entre la direction politique nationale du FCC et l'Assemblée provinciale du Congo central où il y a le FCC qui est majoritaire. Il y a non-respect des mots d'ordre. Aujourd'hui, le gouverneur a été réhabilité contre la volonté du FCC au niveau de Kinshasa, alors que le ministre estime qu'il a soutenu la loi. Il y en a qui estiment aussi qu'on n'a pas respecté, c'est une question d'éthique, une question morale. Et donc c'est comme si le gouvernement a donné une caution à ces genres d'actes. Non, nous disons qu'il y a un problème dans le respect des mots d'ordre. La même situation s'était passée comme ça sous Joseph Kabila, président de la République. C'était au Congo central, où il a battu campagne pour un candidat gouverneur qui n'est pas passé, donc les députés n'ont pas respecté. La même situation s'est passée à Tchopo. Il faut maintenant une évaluation. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que les gens refusent de respecter le mot d'ordre? Ça s'est répété aussi au Sankourou, où le FCC est majoritaire, mais le candidat FCC est tombé. Donc, il y a un problème. Est-ce qu'il y a une trahison? Est-ce qu'il y a une sorte d'insubordination, du non-respect des instructions de l'autorité morale ou quoi? Je pense qu'il faut développer des réflexions pour contrecarrer cette affaire. Mais il faut aussi une stratégie pour sauver les gouverneurs des provinces. Mais quand on exerce des fonctions d'État, il y a des principes qu'il faut respecter. Là, on cesse de s'appartenir, on appartient au public, on appartient à la nation. Je crois que c'est une question morale
Et par respect, on a dans ce pays un ministre qui s'est livré à ce genre de pratiques en plein bureau de l'État, qui a fait le sextape, mais qui est sauté dans les heures qui ont suivi. Un vice-ministre du plan, on connaît l'histoire, comment ça s'est passé. Est-ce que là, on a parlé de la présomption d'innocence? Oui, mais je vous dis, madame, est-ce que la loi vous dit que il faut être derrière les drapeaux? Il y a une question de responsabilité. Ça m'arriverait à moi aussi, je démissionnerai par éthique, par responsabilité, par élégance. Mais là n'est pas le problème. Je ne veux pas ici parler des individualités. Je parle seulement du système. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a un rapport de force entre FCC et CACH au sein de la même coalition. Il y a des provinces que le CACH est en train de récupérer et que le FCC ne veut pas lâcher. Vous voyez par exemple ce qui se passe au Sankourou. Le FCC veut récupérer la province parce que le FCC est majoritaire. Mais CACH qui a sauté sur l'occasion, qui a eu un gouverneur de province dans une province où il n'a pas d'assises politiques, ne veut pas lâcher et va tout faire pour sauver ce gouverneur. Et visiblement, nous tendons vers une crise au niveau de la province du Sankourou. Nous ne voulons pas que la même chose se répète dans toutes les autres provinces parce qu'on bloque le développement des provinces. C'est ça la conséquence. Donc, je termine en disant qu'il faut une certaine politique pour sauver le gouverneur. Il faut des stratégies pour voir pourquoi les assemblées provinciales ne respectent pas les mots d'ordre politique donnés par la hiérarchie, mais aussi il faut qu'on apprenne à laisser les provinces fonctionner normalement pour que le développement tant voulu visé par la décentralisation puisse se réaliser. C'est tout ce que je peux dire concernant la situation des provinces et je vous remercie